Salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo dans une forêt un petit peu spéciale, puisque ce n'est pas une forêt, c'est un jardin. Un jardin qui pousse tout seul, sans arrosage, sans engrais chimiques, sans entretien, sans beaucoup de travail humain. C'est ce qu'on appelle un jardin-forêt, ou une forêt comestible, qui peut alimenter des dizaines et des dizaines de personnes pendant des années, sans avoir besoin, contrairement à un potager classique, de beaucoup d'entretien, de replanter chaque année. Elle est là et elle produit de la nourriture en abondance. Ce jardin-forêt, on le doit à Fabrice Desjours, qui a transformé il y a 15 ans un champ de 25 000 m², 2,5 hectares, en une forêt comestible qui n'a pas besoin d'être replantée chaque année et qui fournit donc de la nourriture de manière perpétuelle. Il va nous montrer comment il a construit cette oasis étape par étape et comment est-ce qu'on peut reproduire ça chez nous pour définitivement abandonner nos potagers classiques et passer à l'agroforesterie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer c'est quoi le principe du jardin-forêt? Alors le principe c'est, en fait on le voit, c'est une agriculture qui va être déguisée en forêt et à l'inverse de l'agriculture classique qui est quand même une agriculture plutôt basée sur l'utilisation de plantes annuelles, donc il va falloir replanter chaque année. Là on construit vraiment les espaces avec des plantes qui sont vivaces, des plantes qui sont ligneuses, donc qui vont vivre super longtemps et on va avoir les ingrédients qui vont provenir de tous les étages de cette forêt, c'est-à-dire de l'étage des arbres, des arbustes, des lianes et puis de toutes les petites plantes qui sont des plantes de lumière, de mi-ombre et d'ombre et qui peuvent être soit terrestres, soit aussi aquatiques. Donc en fait, on va avoir plein d'espaces qui vont être connectés les uns aux autres et puis tout en fait va nous donner, tout ou presque, va nous donner à manger dedans. Donc on passe en fait par rapport à un potager classique qui est en une dimension, à un espace qui va être en 3 dimensions. On est vraiment, voilà, on travaille effectivement, comme tu dis, sur les volumes, sur de la verticalité, sur une densité, enfin, on appelle ça densité-diversité. Donc effectivement, il y a l'aspect structurel de la forêt comestible, du jardin-forêt qui est vraiment en étage comme ça. Et puis on va voir la composition qui est particulière parce qu'elle est quand même très diversifiée. Alors ici, on se situe sur un peu plus de 1000 espèces alimentaires qui vont être testées. Donc tu vois, pour bien se rendre compte, dans notre assiette moyenne en France, on mange entre 40 et 60 espèces alimentaires tout au plus, dont une partie importée. Donc voilà, là on travaille sur un peu plus de 1000 espèces, c'est énorme. Et donc la plupart sont vraiment des plantes qui vont vivre longtemps et une composition d'une certaine richesse. Et on a des jardins-forêts généralement qui vont contenir, on va dire, entre 40 et 80 espèces, ce qui est déjà remarquable pour un modèle agricole. Et ouais, la différence, on va dire, par rapport à de la permaculture ou de l'agriculture bio, c'est quoi? Alors ça va être quand même classé dans le registre, on va dire, un petit peu de la permaculture, parce que la permaculture, c'est le fait d'établir des sociétés qui sont durables, qui sont construites, qui sont réfléchies. Et ici, c'est vraiment le cas, puisque de toute façon, on va imiter le modèle qui est le plus efficace dans nos climats, à savoir le modèle de la forêt. Et c'est ça qui nous inspire, donc on va être mimétique en fait à ce que crée la forêt. La forêt, en fait, personne l'arrose, personne la fertilise, et c'est une des plus grosses productions de biomasse de la planète. Et dès lors qu'on est dans des secteurs en fait du monde à plus de 500 mm d'eau annuelle, tu vas voir naturellement des paysages de forêt qui vont se mettre en place. Donc on a de la forêt boréale, de la forêt tempérée, de la forêt tropicale, méditerranéenne, selon là où on se trouve sur la planète. Et donc imiter ces choses-là, ça va te donner un système en fait qui à terme va être extrêmement durable. Ici voilà, il n'y a pas de travail de sol, il n'y a pas de fertilisation, il n'y a pas d'arrosage dans ce jardin-forêt par rapport aux objectifs qui sont les siens. Donc ça c'est aussi des choses à pondérer en fonction des objectifs. Si on a un jardin-forêt agricole, ça peut être un peu différent, mais voilà, on a ces choses qui sont luxuriantes, productives, et à terme il n'y a plus qu'à se promener et à faire les récoltes. Mais par rapport à une forêt classique, tu as quand même un peu de travail humain
pour planter les espèces qui vont te servir. Toi, tu laisses pas non plus l'aléatoire jouer, quoi. Il y a vraiment un gros travail au démarrage, un travail de sélection des espèces, également des variétés, de les assembler, de les réunir ensemble de la façon la plus performante. Et c'est vraiment un jardin, en fait. C'est pas une forêt, donc c'est là que les choses, elles s'estompent. En fait, c'est pas de l'arboriculture, c'est pas du maraîchage, c'est pas de la cueillette glane, c'est pas de la foresterie, c'est pas de l'arboriculture, c'est tout ça à la fois. En fait, c'est une espèce de mélange. Et ce qui crée une forêt très particulière, qui est quelque chose de relativement nouveau en Occident en tout cas. Et c'est pas seulement une forêt nourricière, ça produit aussi tout un tas d'autres choses. Voilà, c'est ça. Alors on a effectivement la partie alimentaire, donc on va récupérer des fruits, des graines, des oléagineux, des parties amidonnées, donc qui sont particulièrement caloriques, des feuillages, des fleurs comestibles. Ça peut être aussi des petits élevages. Il peut y avoir des élevages de poules, par exemple, dans ces systèmes-là. On peut avoir aussi des prélèvements, si on le souhaite manger de la viande, des prélèvements d'animaux sauvages, parce qu'ils reviennent en très grande quantité. Et puis on va avoir les produits de la ruche, par exemple. Donc ça, c'est les parties, ce qu'on appelle nous des forestibles, parce que c'est en partie des choses qui sont aussi, on le verra sur les balades, les cueillettes, en partie des choses nouvelles. On va effectivement avoir des ressources de plantes médicinales, mais c'est pas des petites plantes, comme on a l'habitude, des petites plantes de lumière, des petites plantes vivaces comme le thym, comme l'hysope, comme la sauge. Non, on peut avoir vraiment des arbres médicinaux, des lianes médicinales, des plantes d'ombre, des plantes aquatiques. Donc c'est un grand renfort. On va aussi avoir des combustibles, donc on peut se chauffer à partir de ces systèmes-là, à partir de ces jardins particuliers. Et la quatrième grande catégorie de production, c'est ce qu'on appelle des biomatériaux. Donc ces forêts comestibles sont capables, avec certains spécimens, de nous fournir en fait des fibres, des gommes, des résines, des latex, des plantes tinctoriales et des ressources en fait qui actuellement, tu vois, elles sont plutôt basées sur la pétrochimie, sur l'utilisation du pétrole, avec après effectivement des choses qui nous posent problème d'un point de vue sanitaire, puisqu'évidemment il va y avoir tout un cocktail chimique qui va émaner de ces productions-là. Donc là, un seul spécimen va nous servir à plusieurs usages, et là on retrouve aussi cette logique de la permaculture pour avoir cette efficacité en fait. Donc tu dis en fait on a de la nourriture, on a des biomatériaux, on a de la biodiversité qui revient, et en plus on a un stockage carbone qui doit être pas négligeable. Le stockage carbone, alors il est actuellement à l'étude, donc on travaille avec des chercheurs de l'INRAE, c'est sous l'égide en fait de EDF, avec les objectifs de recherche du pôle ADAPT, et effectivement, voilà, il y en a un début de faisceau d'indications qui montre qu'on a vraiment une croissance qui est très importante malgré les intrants et dans différentes zones de la forêt gourmande. Donc, ce sont des choses qui sont optimistes, mais qu'on voit d'une manière empirique et qu'il va falloir maintenant vraiment analyser en détail d'un point de vue scientifique pour avoir vraiment de la donnée et une répétabilité par rapport à ce qu'on essaye de mettre en évidence. Ouais. Alors les principes effectivement, donc on l'a dit, c'est la structure qui est étagée avec l'association d'arbres, d'arbustes, de lianes et d'herbacées. Ça va être la composition qui est donc une certaine diversité qui est un peu vraiment empreinte du monde de l'ortus, tu sais, ORTUS qui est donné horticulteur en français, mais ça vient vraiment de ceux qui jardinent la forêt et qui vraiment sont dans des espaces qui ont une grande diversité, déjà aussi floristique. Et donc le troisième principe de ces espaces-là, généralement, c'est que ça va être planté par phase d'établissement. C'est pas tout d'un coup en fait, et puis aussi en densité, on va avoir les espèces cibles, celles qui nous intéressent, qu'on va pas forcément tailler, et puis les autres qui sont là en surajout qu'on va tailler pour fertiliser et puis un petit peu modifier les paramètres de la parcelle très rapidement, c'est-à-dire l'hygrométrie, les jeux d'ombrage, la quantité de bactéries et de champignons qui vont faire la vie du sol et de la forêt. Et donc cet établissement, il y a certains plants, en fait, ils aiment pas du tout le plein soleil. Donc quand on part d'une prairie, il va falloir attendre déjà qu'on ait justement une sorte de canopée qui commence à faire des jeux d'ombrage. Et à ce moment-là, on va pouvoir introduire certains de ces plants qui nous entourent et qui ont besoin de mi-ombre, qui ont besoin d'un sol qui va être restructuré, qui va commencer à ressembler à un sol de forêt. Donc on a cette construction par phase et donc ici, tout n'a pas été planté en même temps en fait. Planter un jardin-forêt, c'est planter des centaines, voire des milliers de plantes et ça représente donc un gros investissement financier. C'est pour ça que Fabrice Desjours conseille de ne pas forcément acheter des plantes neuves, mais faire aussi avec de l'occasion, des plantes récupérées ou des boutures par exemple. Ce que je dis là, c'est valable pour les jardins-forêts, mais aussi pour les voitures.
Vous pouvez acheter des pièces d'occasion dans des casses automobiles. C'est peut-être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on a le partenaire d'aujourd'hui, Ovoco, qui propose d'acheter des pièces détachées en ligne auprès de plus de 4000 vendeurs européens, dont beaucoup de casses automobiles justement. C'est une solution tout en un et sans aucun risque puisqu'on a une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Sur l'application, on n'a qu'à rentrer notre plaque d'immatriculation, ce qu'on recherche. Donc par exemple, une vitre arrière pour ma voiture parce que c'est souvent ça qui peut péter. Et hop, voilà. D'un coup, j'ai toutes les vitres latérales arrière que je peux trouver en Europe, pas cher, d'occasion, livrées chez moi rapidement. Bref, c'est très pratique. Et avec le code Julien Malara, profitez de 15% de réduction sur les frais de livraison. Je vous ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. Oui, parce que tu le disais, toi, tu es parti justement d'une prairie, d'un champ qui faisait 2,5 hectares, 25 000 mètres carrés de morts, et tu as dû redonner vie à ce champ petit à petit. Comment ça s'est passé, les différentes étapes ? Différentes étapes, donc j'arrive ici en 2010, je fais tout seul, je plante vraiment en densité, donc il y a effectivement les essences qui m'intéressent, ça peut être des châtaigniers, ça peut être des noyers, ça peut être des pommiers, ça peut être des choses beaucoup moins connues comme des akébis ou des chalefs, et donc ça c'est les plantes qui vont m'intéresser, qui vont produire à manger pour moi, et puis je vais rajouter plein de choses qui sont par exemple des frênes, des aunes, des saules, qui sont implantées en périphérie et que je vais tailler à terme pour vraiment donner à manger en fait à la forêt. La forêt me donne à manger et par cette manière-là, je lui donne à manger en retour. Et puis en fait, si tu veux, tout ça, ça va me permettre en fait à mes plants cibles de pousser beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, ils vont être beaucoup moins à l'insolation toute la journée. À partir de 2010-2011, on a commencé à avoir des années climatiques, certaines qui étaient vraiment problématiques avec des temps où il faisait très chaud, il faisait très sec. Je me rappelle d'aléas, ça peut être des tempêtes qui arrivent des fois au mois de septembre, octobre, quand tout n'a pas perdu les feuilles, des fois des orages de grêle, donc des choses qui étaient vraiment problématiques. En 2012, on s'est fait grêler, il n'y avait plus de toiture sur la maison et il y a eu des impacts de grêlons, ça avait tué des animaux, ça faisait du feuillage sur les routes, tellement les choses avaient été atomisées, tu vois, mais comme tu as cette densité, ça finit par repousser et ils se protègent quand même aussi en partie les uns les autres. Et donc tu commences, tu dis toujours par des plantes un peu structurantes, des arbres, et après tu constitues la multiplicité autour. Voilà, ou ça peut être synchrone, mais c'est simplement tu réfléchis vraiment à l'assemblage végétal. C'est comme un puzzle en fait, la forêt gourmande à ce moment-là, c'est le puzzle lui-même, l'ensemble, et tu peux avoir les éléments du puzzle qui sont réfléchis par 1 mètre carré ou 10 mètres carrés, et puis évidemment ça correspondra aussi à qu'est-ce qu'il y a à côté par rapport aux entrées de lumière, etc. Mais en tout cas, ce fait de planter en densité au démarrage, ça a vraiment aidé. Et puis j'ai fait d'autres choses en plus. Il y avait des fois des pauses d'ombrières sur certains spécimens qui ont besoin un petit peu d'être aidés quand ils sont petits. Et puis du levain de forêt, un apport de levain de forêt, c'est quelque chose de gratuit. Tu vas dans une forêt qui est proche de chez toi. En fait, au niveau du type de sol, tu prends un petit peu de terre de surface, tu en prends très peu. En fait, c'est comme on met du sucre glace, tu vois, sur un gâteau. Et tu en saupoudres un tout petit peu en surface des plants. Après, tu viens pailler, tu viens mettre du carton, ce dont tu as besoin pour protéger le plant et puis bien le pailler, le maintenir l'humidité. À partir de là, le levain de forêt en fait va microbioter le plant, donc lui apporter ses champignons, ses bactéries, ses protozoaires, toutes les formes de vie qui sont invisibles, qui sont là-dessous et qui font que la forêt en fait elle pousse en permanence, elle produit et sans apporter d'intrants en fait. Et donc toi, ton objectif avec ce jardin forêt, est-ce que c'était d'être autonome en alimentation par exemple ? Alors j'avais vraiment 2 grands objectifs pour moi, enfin même 3, on va dire, c'était d'avoir une autonomie évidemment pour la famille, c'était de partager l'espace avec le reste du vivant, donc c'est par fermie, il y a des sangliers qui peuvent passer dans certains secteurs, il y a des chevreuils, il y a des blaireaux, il y a renards, il y a évidemment énormément d'oiseaux, on les entend d'ailleurs. Maintenant il y a des reptiles qui sont revenus, des amphibiens, beaucoup d'insectes, donc vraiment, est-ce qu'on peut produire à manger avec le reste du vivant ? C'était vraiment le postulat, c'est ça que j'avais vu sous les tropiques et qui m'avait incroyablement inspiré. Et puis le troisième objectif pour moi, c'était vraiment quelque chose de un petit peu, je l'expliquais pas comme ça au démarrage, mais du développement recherche, c'est-à-dire tester au maximum d'espèces. Donc ça c'est quelque chose d'exploratoire, d'expérimental et voir comment après on va travailler
travailler ces productions-là. Alors là, nous, on les travaille en interne dans l'association. On travaille aussi avec des chefs, avec des restaurateurs maintenant qui viennent découvrir ces productions-là. Et une espèce de plein d'univers qui sont imbriqués. C'est assez passionnant. Donc tu me disais, tu aurais de quoi produire ton autonomie, mais tu n'as pas le temps de la faire. Mais de toute façon, c'est pas vraiment l'objectif du lieu. C'est pas juste être autonome pour toi. On le voit ici, c'est une visée pédagogique, accueillir du public, leur présenter le jardin-forêt. Et c'est ce que tu me disais avant. Là, tu as 1000 espèces végétales, alors que d'habitude, c'est plutôt 50 à 80 espèces, parce que tu as cette volonté pédagogique avant tout. Voilà, de vraiment voir ce qu'on pourrait acclimater en fait dans plein d'endroits. Alors pas simplement en Bourgogne en fait, parce qu'il y a vraiment des projets qui vont se faire par exemple à la Pointe Bretonne, en altitude, en maquis, garrigue, en climat de plaine, mais des fois en zone inondable, donc dans des milieux qui sont très très différents les uns des autres. Effectivement, qu'est-ce qui va être adapté dans ce contexte-là? Donc on est vraiment sur quelque chose de recherche, c'est le jardin expérimental en fait ici, qui nous permet de développer plein de projets avec des porteurs de projets un peu partout et de suivre. Voilà, donc ça c'est le cœur, on va dire, de l'objectif de l'association, c'est de développer la reforestation nourricière. On appelle ça ces forêts comestibles, ces jardins-forêts, c'est sur le grand terme de reforestation nourricière. Parce que c'est le seul modèle d'agriculture qui est capable de maintenir le couvert arboré. Et en fait, pour dire d'une façon très simple, ça fait 7000 ans qu'on fait de l'agriculture d'annuel. Donc on le fait sans s'en rendre compte, mais c'est une agriculture qui est par nature déforestante quand tu fais de l'agriculture d'annuel. Et là, on fait de l'agriculture de plantes vivaces permanentes. Donc c'est une agriculture et une cuisine qui va être reforestante. Donc ça ouvre vraiment des perspectives qui sont énormes pour avoir des espaces qui vont nourrir, des espaces qui vont climatiser, des espaces où on peut enseigner des choses aussi, des espaces qui vont prendre soin et qui régénèrent. Donc c'est tout ça qui nous intéresse. Et donc de porter le message. Alors si tu veux, il y a vraiment un mouvement depuis plusieurs années, un mouvement citoyen de développement de ces espaces-là. C'est vraiment les particuliers qui s'en sont emparés depuis le départ. Et maintenant, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus territorial, avec des jardins-forêts qui sont suivis par des collectivités, par des institutions, par aussi des pouvoirs politiques. Il y a vraiment des choses qui sont super optimistes, qui sont en cours. Ouais. Et tu parlais de cuisine forestière. Est-ce que vraiment avec ta forêt, on peut cuisiner notre repas de midi? C'est ce qu'on va. Est-ce qu'on peut le faire? C'est ce qu'on va aller voir. Si on peut, on va. Eh ben allez, on va aller voir un peu ce qu'on peut trouver. Cuisiner. Là, tu vois, par exemple, tu as des jeunes pousses de berce d'Hercule. Ça, c'est un super légume légèrement cuit. En fait, ça a un goût un petit peu entre la carotte, quelque chose d'un petit peu résineux. Okay. Fondant, c'est très très bon. Ça, c'est quelques mûres qu'on va pouvoir récolter. Hop, pour mettre, pourquoi pas dans l'entrée, tu vois. Avec la salade et puis les pousses de berce cuites. Hop. Ça, ce sont des fleurs d'émérocale qu'on appelle aussi lys d'un jour. Alors ça, les gens ont souvent ça dans les jardins, tu vois, ils savent pas que ça se mange. Okay. On va manger les pousses de printemps cuites, les racines cuites aussi. Et puis là, cette saison-là, c'est la récolte des fleurs et aussi des boutons floraux. Et ça va être un légume, on va faire revenir, tu vois, pas longtemps à la poêle, un légume cuit. Okay. Ça en fait beaucoup là en ce moment. Hop. Et ça, ce sont des goumis du Japon. C'est un petit fruit et c'est sucré acidulé. C'était introduit il y a un siècle à peu près dans la région de Baccarat vers Nancy. Ils font du vin aussi avec. Là tu as l'arbre aux clochettes d'argent, quelque chose qui est très très joli en floraison. C'est un jeune plant, il a 3 ans. Et on l'appelle aussi l'arbre à concombre parce qu'on va pouvoir utiliser ces petits fruits comme ça qui sont immatures, qui sont récoltés. Et tu vois, sur un spécimen si jeune, il y a déjà pas mal de production. En plus, tu vois, il y a déjà eu de la cueillette qui était faite dessus. Là, tu peux prendre les fruits matures. Ça va avoir un petit goût de concombre. Ça, en tout cas, c'est quelque chose de tendre qu'on fait alors plutôt en marinade, en pickles, plein de manières. Là, on va récolter ça, que tout le monde a dans les jardins. C'est un légume oublié, c'est le grand orpin, en fait. Mais on ne sait pas que ça se mange aussi souvent. Okay. C'est un bon légume et c'est très tendre, c'est très juteux. Un peu comme une salade ou... Ouais, c'est exactement comme une salade, ouais.
Donc le dessert qu'on va manger tout à l'heure, ça va être à base des fruits de ce buisson-là. On voit d'ailleurs tout ce qu'il va produire aussi cette année. C'est une récolte fin d'été. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aura conservé. Chalef d'automne à fruits jaunes, ça s'appelle. Là, on est sur quelque chose de plus classique, des groseilles. Ouais, c'est les groseilles classiques à fruits rouges. Mais les meilleures variétés, en fait, c'est à fruits roses ou à fruits blancs. Elles sont pas mûres là en ce moment. Mais... Ok. Alors ça, c'est une plante qu'on appelle la coriandre des bois ou l'autunie des marais. C'est une plante qui est condimentaire. En fait, si tu la frottes et que tu la manges crue comme ça, elle est très aromatique. Donc on l'utiliserait en petite quantité. Et elle est particulièrement bonne quand tu la traites un peu comme un épinard. Donc tu la fais la blanchir 2, 3, 4 minutes. Et après, ça fait un légume qui est super tendre, qui est beaucoup moins aromatique, tu vois. Oui, parce que là, c'est fort, fort, fort. Ah oui, là c'est vraiment, quand c'est cru, c'est en condiment. Et quand c'est cuit, c'est en légumes. Ce que tu as là, ce sont des bégonias. On les connaît comme plantes d'appartement. Ça, c'est un bégonia rustique. Il tient à moins 15, moins 18 degrés. Donc, on mange les feuilles des bégonias qui sont acidulées parce qu'il y a beaucoup de vitamine C dedans. Là, tu vois, on mangera des noix tout à l'heure. On les voit, celles-ci qui vont se former, les noix de l'année. Là, tu vois, si on fait pas attention, on va marcher dessus. En fait, il y a plein de fruits qui sont là au sol. Et du coup, il faut vraiment avoir le coup d'œil. Mais je trouve que là, donc tu vois, ça vient de l'arbre qui est juste au-dessus de nous. C'est des mûres blanches. Ouais, c'est des mûres blanches. Et ça illustre bien le propos de... En fait, c'est tellement comme une jungle un petit peu alimentaire. On n'a pas le coup d'œil. C'est vraiment une agriculture invisible. Donc c'est, tu vois, bien connaître les végétaux, savoir ce qui se consomme à quel moment. On est enfin à table après avoir bien cuisiné. On a beaucoup de choses qu'on a cueillies avant ensemble. Il y a beaucoup de choses que tu avais cueillies précédemment et qu'on a réutilisées. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ce qu'on va manger? Ou qui ont été stockés. Ouais, on va commencer par une salade avec un mélange de plantes sauvages. Donc, il y a la salade qu'on connaît qui pousse en clairière. Il y a de l'hydrocotyle également. Et puis, il y a le sédum qu'on a récolté. Le sédum, on l'a récolté ensemble. L'hydrocotyle, je l'ai fait à un autre moment. Tu peux rajouter de la noix. Okay. Les noix dedans. Alors ensuite, tu peux continuer par exemple, ça c'est un sauté de fleurs d'émeraucale qu'on a récolté. Ça c'est le poivre de Chine, coriandre des bois. Ce légume, tu sais, qui est revenu un petit peu, qu'on a fait blanchir. Là, tu vas avoir cassis, haute fleur d'émeraucale. Ça va être le plat un peu plus consistant, puisqu'on va avoir un assemblage entre, ça fait une sorte un peu de purée avec de la pomme de terre et de l'igname de montagne. Et puis les petites baies, tu vois, ça ce sont des choses qu'on récolte à la fin de l'été, qui sont séchées. Ce sont des aronis qui permettent de faire en fait une balance un peu salée, sucrée. Okay. Voilà. Là, on retrouve l'arbre à clochette d'argent, celui qui fait des sortes de concombres. On a mis dedans, on a fait sauter, et puis on a mis dedans des mûres aussi. Ça, c'est la berce d'Hercule, le légume qu'on a récolté au démarrage. Ici, c'est c'est une espèce de purée des petits goumis du Japon. C'est plutôt le coin dessert ici. Voilà, oui, là, c'est le coin dessert. Là, on va avoir de la glace, enfin, un dessert glacé, mais c'est vraiment le fruit brut qui est simplement passé au congélateur. Du chalef d'automne à fruits jaunes, et puis dessus on est venu mettre en fait du miel et puis badigeonner de miel, et puis tu as les feuilles en fait de bégonia, et puis encore des fruits frais là-bas. Et puis ça, du coup, le café, alors c'est pas du café, c'est une torréfaction de glands. Parce que les glands, alors des fois on fait des préparations avec des biscuits, des gâteaux avec la farine de glands, c'est une base alimentaire. Et là on l'utilise, donc après destruction des tanins par la torréfaction, on va avoir une sorte de café. Mais il n'y a pas de caféine dedans. Okay. Donc voilà, soit effectivement tu respectes un petit peu entrée, plat, dessert, ou tu peux mixer comme tu le souhaites. Ouais.
Là, on n'a que des choses à manger dont j'ai aucune connaissance de comment ça s'appelle. Je serais incapable de te redire ce qu'on mange. Est-ce Ouais. que c'est aussi possible de faire un jardin-forêt avec des choses plus classiques, des tomates, des courgettes, des concombres, des poivrons? Oui, il y en a. Il y a les légumes qu'on connaît dans les clairières. Il y a les fruitiers qu'on connaît aussi, les pommes, les poires, les pêches, les abricots qui sont là. Mais là, l'idée, c'était aussi de mettre en avant justement des choses qui sont méconnues. Et ça, en fait, c'est un légume d'Europe. Donc, on en a plein autour de chez nous. Et ça, c'est dommage parce que souvent, les personnes ne connaissent pas ces plantes, ils connaissent pas ce végétal. Et la berce d'Hercule, c'est quelque chose de super bon. Enfin, vas-y, goûte et puis tu me diras. Et si on s'y perd un peu avec tout ça, on ne sait pas comment cuisiner toutes ces sortes de nouveaux légumes, nouvelles plantes, nouvelles fleurs. Vous avez écrit un livre avec Claire Moquier, Cuisiner le jardin-forêt, où justement on a quoi? C'est plein de recettes pour apprendre à cuisiner différemment. Oui, c'est pour vraiment cuisiner ces productions des forêts alimentaires, ce qu'on appelle nous des forestibles, donc d'avoir vraiment une cuisine qui est reforestante. Et donc voilà, c'est de l'apprentissage avec des transformations, avec des préparations, Okay. des différents ingrédients. Et puis pour des projets aussi qui sont un petit peu en différents endroits de France, puisque Claire, elle est plutôt dans le sud, et donc on est aussi sur une palette végétale qui peut être différente aussi par rapport à ce qu'on va trouver là. Ouais, le jardin-forêt, ça peut se faire un peu n'importe où en France, et surtout sur n'importe quel type de terrain, ou c'est assez spécifique? Alors oui, on peut partir de n'importe quelle sorte de paysage. On peut partir d'une prairie, on peut partir d'un verger qu'on va densifier, diversifier. On peut partir d'une forêt. Il y a des projets qui sont en cours à partir d'une forêt, qui sont avec ou sans clairière. On peut partir d'un pied d'immeuble. On peut partir donc très souvent d'une prairie, d'un gazon. Et puis effectivement, c'est dans tous les climats. Donc ces climats océaniques, de montagne, de plaine, climat méditerranéen, les climats méditerranéens. Et à chaque fois, c'est vraiment une adaptation en fait de la gamme végétale. Et puis c'est une réflexion aussi par rapport aux objectifs, parce qu'il y a des porteurs de projets qui sont vraiment là pour un jardin-forêt qui va être, vivrier, on va dire domestique. D'autres qui sont là pour un jardin-forêt agricole, d'autres pour un jardin-forêt sur les communs, donc villes, villages, dans les écoles. D'autres vraiment dans un but environnemental avec un retour de la biodiversité. Et puis il y a aussi des projets scientifiques. Et puis tu peux vraiment avoir des projets qui ont toute taille. Ça, c'est un de tes autres bouquins que tu as écrit avec Aurélie, La forêt gourmande, concevoir son jardin-forêt. Et là, tu montres 20 projets inspirants de 10 mètres carrés à 10 hectares. Alors 10 hectares, on arrive à s'imaginer. 10 mètres carrés, comment tu fais des très petits jardins-forêt? Tu peux avoir en fait des balcons jungles, donc on va garder ce modèle en fait d'avoir quelque chose de foisonnant, d'avoir quelque chose en étage. Et en fait, il y a des fruitiers qui sont compacts, il y a des lianes qui sont de petite taille mais qui sont fruitières, qui vont nous permettre en fait sur les petits espaces d'avoir toutes sortes de productions. Puis on a encore ce renfort avec les légumes d'ombre, les légumes vivaces. Ça peut être vraiment des choses qui sont. Donc on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin pour faire une forêt. On peut avoir un petit jardin-forêt. Il y a beaucoup de projets sur 200 mètres carrés, sur 8 mètres carrés, sur 2000, ceux à plusieurs hectares, ils sont quand même relativement rares. Mais voilà, c'est une sorte de tour de France, effectivement, de projets qu'on a pu mener depuis plusieurs années avec les porteurs de projets et un retour d'expérience de tout ça. Et ça va être une bonne source pour nous pour aller faire beaucoup de reportages inspirants sur plein de types de jardins-forêt et voir peut-être des jardins-forêts qui me donneront envie de faire le mien derrière. Chez toi? Ouais, ok. Voilà. Parce que là, ça me donne envie, mais j'ai l'impression que je suis surmené par tout le travail qu'il y a à faire, par les 1000 espèces. Peut-être que quand je verrai un jardin avec 50 espèces différentes, des choses où je connaîtrai plus les noms, ça me donnera plus envie de me lancer. Mais ça me donne déjà bien envie d'approfondir le sujet. Donc merci de nous avoir ouverts à cette culture du jardin-forêt. On avait aussi fait une vidéo ensemble il y a 5 ans. Si ça vous intéresse, les abonnés, allez voir sur la chaîne YouTube et regardez notre 53 minutes qu'on avait fait. Un peu plus politique, on avait développé d'autres éléments intéressants. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, vraiment. Et merci, Julien. On va se mettre à table. Ouais, bon appétit. Allez, c'est parti, on peut se servir. Check 1, check 2, check 3, check it. The way that I attack the microphone and I project it, 'cause I've been recollecting visions of the golden sector, supreme net protector.